Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de 20 minutes dédié à 100% au business spatial et à l'exploration spatiale. Alors j'ai avec moi en plateau nos invités. D'abord Christelle Astorg-Lépine, directrice du programme Blast chez Starbust. Bonjour. Bonjour. Blast réunit déjà une vingtaine de startups de plusieurs secteurs, l'aéronautique, la défense et le spatial, autour d'un programme pour accélérer leur développement. Et puis avec nous, on a également Maxime Puteaux, spécialiste de l'économie de l'espace chez Euroconsult. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Alors ensemble, on va parler aujourd'hui de ce nouvel écosystème de start-up françaises qui voit le jour en même temps que l'émergence du New Space. Et je vais vous poser ma première question à tous les deux. Maxime Puteaux, si vous voulez bien répondre en premier, pourquoi maintenant ? Bon, on a une accumulation de facteurs, si vous voulez, en France, où avec un peu plus d'inertie qu'aux États-Unis, et c'est vrai aussi en Europe, la synchronisation de plusieurs éléments, des investisseurs qui sont prêts et qui reconnaissent la rentabilité du spatial et les opportunités, un écosystème d'acteurs institutionnels qui reconnaissent l'intérêt d'aller voir de nouveaux entrants et de les accompagner, et puis aussi des entrepreneurs qui ont plein d'idées, qui ont enfin les moyens de les mettre en œuvre. Vous sentez aussi, Christelle Lépine Astorg, Astorg-Lépine, excusez-moi, avec Blast évidemment, qui vient de se lancer. Là, c'est la première saison, si j'ose dire, avec la première fournée de start-up. C'était le moment de lancer un encadrement pour ces startups ? Absolument. Je pense qu'effectivement, là, on s'en est rendu compte ne serait-ce que par la qualité des candidatures qu'on a reçues dans Blast. Donc, effectivement, on a reçu 60 candidatures de très bon niveau, une foison de candidatures spatiales. En l'occurrence, on a quand même eu 5 candidatures de startups dans les nanolanceurs. Donc, moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y en avait autant en France. Donc, c'est plutôt très positif parce que ça veut dire qu'effectivement, ce sont des jeunes qui ont envie d'adresser ce marché qui, pour eux, était absolument impossible, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, voire même 5 ans. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est qu'avec le lancement de Blast, donc on a fait un petit peu en grande pompe en juin, là, pour présenter nos candidats, immédiatement, on a des investisseurs qui les ont appelés, qui les ont contactés. Donc, on voit bien que la machine est vraiment en route. Et aujourd'hui, je crois que les derniers chiffres que j'avais, c'est que les investissements dans le spatial représentent à peu près 23% en 2020. Donc des investissements totaux. Donc on sent qu'effectivement les investisseurs, ça y est, ils y croient. Et puis grâce à Thomas Pesquet, grâce au tourisme spatial, mine de rien, qui ne fait pas de mal à la machine, effectivement, aujourd'hui c'est le domaine spatial et défense qui est finalement le plus attractif pour nos nouvelles startups. Vous disiez la séquence n'aurait peut-être pas été possible. Pourquoi ? C'est cette notion finalement de campagne publicitaire jouée par les projets privés, les projets de tourisme spatiaux, le retour de Thomas Pesquet, l'exploration de Mars. Enfin, il y a énormément de médiatisation autour de l'espace. Est-ce que ça a joué un rôle sur l'émergence de ces startups ? Tout à fait. L'espace, c'est jusqu'à présent, ça a toujours été relativement risqué compte tenu de l'environnement, des montants investis, puis du risque technique et marché. Et du coup, la validation par certaines startups américaines et qui sont aujourd'hui des grosses sociétés, que c'était techniquement faisable et qu'en plus on pouvait éventuellement gagner des clients et gagner de l'argent, ça a été une espèce de validation par les actes qui est du coup dans son sillage incite énormément d'acteurs, d'où par exemple dans le sillage de SpaceX la multitude d'acteurs qui lancent des projets de lanceurs, comme disait Christine. Alors oui, justement, parlons-en de ces nanolanceurs. Est-ce que le terreau de ces jeunes entreprises, c'est ce nouveau marché des nanosatellites et des constellations de satellites ? Alors il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Quand on est un petit satellite, on peut être lancé sur un petit lanceur ou sur un gros lanceur. Quand on est un petit lanceur, on peut ne lancer que des petits satellites. Et le petit lanceur, c'est le taxi. Et tout le monde aujourd'hui ne prend pas le taxi tout le temps. Les gros lanceurs, c'est un peu le moyen de transport public. Et vous avez en plus en appairage des gens qui proposent des services du dernier kilomètre customisés. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'innovations. À la fin, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Mais c'est intéressant parce qu'on aura énormément d'innovations qui, en plus, la plupart du temps, est stimulée grâce à des capitaux privés. Mais il y a un intérêt financier pour ces jeunes entreprises d'aller sur ce marché-là en particulier. C'est plus facile. Et on le voit bien, tous les gros lanceurs aujourd'hui étaient des petits lanceurs hier. Donc ils apprennent et la plupart du temps le constat c'est qu'on ne gagne pas d'argent mais on a appris et après on peut agrandir le lanceur et c'est vrai ça a été vrai pour la famille Ariane, pour le Falcon 9 et ça sera probablement vrai pour les lanceurs allemands qui sont en cours de développement. Oui. Christelle Astorg-Lépine, il n'y a pas que le secteur des nanosatellites qui attire
les startups françaises? Qu'est-ce qu'on trouve Non, absolument. Donc, clairement, ça reste nanosatellite et nanoconstellation. Ça reste effectivement très attractif. Bon, aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, c'est la multiplicité des usages, donc dû à la donnée spatiale. Effectivement, on est en train de se rendre compte de la valeur effectivement de ces données pour peu qu'elles soient parfaitement bien utilisées. Et donc, que ce soit dans le maritime, l'agriculture, la sécurité, vous aviez Unseenlab la semaine dernière, pour tout ce qui est catastrophe naturelle, on peut agir très vite, screener et puis immédiatement, du coup, aider grâce au spatial. Et même dans l'aménagement du territoire, voilà, ça va très très loin. Je pense qu'on est vraiment au début de l'histoire dans cette affaire-là. Et pour le coup, au niveau business, là, clairement, ça peut être vraiment beaucoup plus rentable que si on parle effectivement purement nanolanceur ou nanosatellite. La donnée vaut très très cher. On a un boulevard. La donnée dans l'observation de la Terre, parce que c'est... Alors, il y a la donnée dans l'observation de la Terre, mais il y a également la donnée télécom, c'est-à-dire effectivement pouvoir être accessible partout, pouvoir avoir du Wi-Fi sur son bateau en plein Atlantique. Voilà, bon, je donne des exemples comme ça, mais c'est un petit peu l'ambition. Donc, c'est ce que fait Elon Musk, mais pas que, bien évidemment. Et puis, vous avez également la donnée de géolocalisation, donc qui effectivement, à terme, si elle est extrêmement précise, et si on parle effectivement de la connaissance de l'endroit où on est au centimètre près, on sent bien que là, on peut changer de monde par rapport aux véhicules autonomes, notamment. Parce que c'est là que effectivement le bas blesse aujourd'hui. Donc voilà, on pense que effectivement avec toutes ces différentes données aujourd'hui utilisables et puis celles qu'on aura encore plus parce que voilà, ça va toujours dans le bon sens. C'est plus rapide, c'est plus fiable. Que du coup, on aura effectivement beaucoup de business. Et il y a un dernier sujet aussi, je pense, qui va prendre de l'ampleur. Ce sont les débris, mine de rien, parce qu'on sent bien que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand même, on a lancé 10 000 satellites depuis 1957. Aujourd'hui, il y en a 6 000 qui sont en orbite, dont la moitié sont en fait opérationnels. Donc voilà, il y a quand même un peu d'embouteillage. Et par rapport à ces sujets-là, il y a pas mal de choses à faire, effectivement, et du business à terme à trouver. Bon, pour peu, je dirais la rentabilité, elle n'est pas immédiate. Mais on sent bien que s'il y a trop de monde là-haut, à un moment donné, il va falloir agir et des gens mettront de l'argent, notamment les États, je pense. Et du coup, là, il s'agit effectivement de screener, de connaître la carte des débris et puis d'agir pour en amont et puis ensuite de les enlever. Donc là, je pense énormément d'opportunités et d'idées à trouver autour du spatial. Maxime, plutôt, la Commission européenne ambitionne de lancer sa propre constellation. C'est une opportunité pour les startups françaises ? C'est une opportunité si la Commission a suffisamment de place. Il y a une ambition de souveraineté, au même titre que la Commission européenne a financé Galileo pour la navigation, l'équivalent du GPS en Europe. Copernicus, des satellites d'observation qui surveillent l'environnement, un peu moins connus que Thomas Pesquet, mais d'autant plus efficace. Et avec cette dernière initiative, il y a l'ambition de connecter et d'apporter quelque chose de souverain. Et là, il y a eu un appel d'air vis-à-vis de l'appel du pied vis-à-vis de la Commission à destination des startups pour essayer de recueillir des concepts émergents aux côtés des acteurs établis dont l'expertise est reconnue. Mais quand même, on voit bien que l'initiative de Thierry Breton, il cherche quand même à stimuler et à aller chercher les nouvelles idées là où elles sont. Donc l'idée, c'est plus de challenger les acteurs historiques que de tendre vraiment la main aux startups. Je pense qu'il y a une partie des deux. L'avenir nous dira si le pari est réussi. Mais il y a de vraies idées dans l'écosystème émergent. Et à mon avis, la Commission européenne a tout intérêt à stimuler ces idées et à les recueillir, à la fois pour des questions de compétition, mais aussi parce qu'il y a des approches qui sont radicalement différentes et qui peuvent être au bénéfice de l'Europe. D'ailleurs, les startups ont fait un appel, ont essayé d'interpeller la Commission européenne au même moment, il y a quelques mois, autour d'avril-mai, en réclamant plus d'appels d'offres, plus d'opportunités pour ces nouveaux acteurs. Et donc ça, c'est une réponse, la Commission européenne ? C'est pas suffisant, peut-être. Je pense que c'est une jolie réponse quand même, parce qu'ils offrent vraiment l'opportunité à des consortiums de start-up effectivement de se joindre, de réfléchir ensemble à des propositions. Et ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire que des start-up comme ça se mettent ensemble pour réfléchir comme des grands, je dirais. C'est particulièrement appréciable. Et je pense qu'on leur laissera une sacrée place parce que, clairement, oui, les idées sont bonnes.
Par contre, ce qu'on peut dire également, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout ce schéma assez positif, on a quand même une difficulté en France qui est effectivement l'accélération de ces fameuses start-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, vous avez beaucoup de start-up. Il y a 35% de start-up du mondial qui sont françaises, mais seulement 15% deviennent des licornes. A contrario, aux États-Unis, vous avez 45% de start-up, mais 50% deviennent des licornes. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont bien plus efficaces que nous, en gros, pour transformer la start-up en licorne. Et du coup, je dirais que c'est là que le bas blesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin de programmes comme ça, comme Blast, d'accélération pour consolider effectivement ces acteurs-là, pour leur permettre effectivement d'être vraiment prêts pour entrer dans les grands programmes. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce pas-là n'est pas franchi. On le voit effectivement avec les chiffres. Et l'autre chose, c'est qu'il faut, de mon point de vue, c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec Blast, aller chercher les projets de recherche. C'est-à-dire vraiment aller au fond des labos. Dans Blast, par exemple, vous avez une dizaine de start-up, mais vous avez également des projets de recherche qui ne sont pas encore des start-up, mais qui pourraient le devenir. Et donc là, on essaye un petit peu de leur apprendre à devenir entrepreneurs pour pas que ça leur fasse, je dirais, un petit peu peur, parce que c'est le cas aujourd'hui de nos chercheurs. Oui, mais des start-up aussi, comment on fait pour les accompagner vers la croissance? Il faut leur donner les clés, les codes aussi peut-être de ce secteur du spatial qui est assez méconnu quand on est un nouvel acteur qui entre dans la cour des grands, si j'ose dire. Au contraire, je pense qu'il faut être prêt à changer son logiciel. Elles viennent avec des propositions différentes, souvent alternatives à ce qui se fait d'habitude. Le premier vrai soutien, c'est d'ouvrir la commande publique, parce que les États, on a beau parler de commercialisation de l'espace, c'est avant tout au bénéfice des États, pour fournir les États en tant que clients, qui sont historiquement les acteurs, et aujourd'hui les investisseurs et les clients principaux. Et ouvrir les appels d'offres, les customiser pour que ces startups soient éligibles au même titre que des acteurs établis est vraiment, à mon avis, un enjeu. Oui. C'est ça qui leur permettra de grandir et leur donner un coup d'accélérateur. Quand l'investisseur voit qu'il y a une demande gouvernementale qui est adressable, qui peut être captée par la start-up, le carnet de chèques, à mon avis, il est beaucoup plus facile à signer. Exactement. Et on peut le voir dans les grands projets, effectivement, du type du SCAF, l'avion du futur, ou même le futur porte-avions. J'ai la chance qu'on a avec Starburst, c'est effectivement, on a la connaissance des besoins, finalement, de ces grands projets, et ça nous permet, effectivement, du coup, de sélectionner, voire de pousser, finalement, ces fameux projets de recherche pour qu'ils soient prêts à intégrer, effectivement, avec un certain pourcentage, parce qu'effectivement, côté public, ils ont conscience qu'il faut intégrer un petit peu des acteurs. Alors, ça se fait tout doucement, parce que c'est quelques pourcents, on va dire, mais c'est déjà ça. Et du coup, effectivement, nous, on essaye de mettre en lien entre la connaissance qu'on a des grands comptes et puis les startups et puis les investisseurs. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, un nœud de réseau par rapport à ces futurs acteurs qui, à terme, effectivement, seront les futurs champions de demain, quoi. Donc, il faut commencer par aller saisir une aide financière de l'État et ensuite aller trouver des acteurs privés. C'est ça, la meilleure stratégie. C'est la recette de la réussite. Et de la réussite, tout le monde le fait, c'est vraiment... Et c'est là que c'est vraiment extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, des startups moyennes du spatial, quand elles passent en série A, en moyenne, elles lèvent 15 millions. C'est beaucoup, Enfin, je veux dire, par rapport à d'autres startups, on sent bien que le domaine est vraiment en train de prendre. Ça, c'était, je crois, 2020. Comment on fait pour les garder en France, ces startups qui commencent à pousser et qui vont avoir peut-être des propositions américaines, par exemple, de financement? Si nos investisseurs ne réagissent pas assez vite, comment on va faire pour les retenir? Il faut leur apporter un marché français et un marché européen. Et là aussi, effectivement, les grands corporates peuvent agir par rapport à des commandes qui peuvent passer aussi vis-à-vis de ces startups. Il faut vraiment qu'elles fassent partie, qu'elles soient les fournisseurs aussi de ces grands comptes pour qu'elles se stabilisent, qu'elles se consolident, qu'elles n'aient pas envie, effectivement, d'aller à l'étranger. Et une fois ça, je dirais, une fois que c'est bien consolidé, là, effectivement, nous, pour le coup, on peut les accompagner à aller à l'étranger, mais en tant que start-up française qui, effectivement, va faire du business à l'international. Et ça reste assez attractif pour l'instant. Maxime, plutôt aux États-Unis, on a vu ces derniers mois une vague d'entrée en bourse de jeunes entreprises du spatial, par exemple Rocket Lab, Astra. On va en reparler peut-être, c'est peut-être le meilleur exemple. Elles sont entrées en bourse avec des SPAC. Est-ce que c'est une tendance qui devrait atteindre la France ? C'est un mécanisme financier, les SPAC, qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on va créer une coquille vide qu'on va coter, qu'on va ensuite fusionner avec une entreprise cible qu'on va acquérir.
ce qui est d'une manière ou d'une autre une introduction en bourse contournée ou déguisée, plus simple. Et elles arrivent en ce moment aux États-Unis dans un timing très très particulier qui est celui de le money time. Les investisseurs historiques dans les startups commencent à vouloir leur retour sur investissement et commencent un peu à perdre patience, avec des fois des valorisations et des introductions en bourse qui sont peut-être un peu précipitées. Aujourd'hui en Europe, on a quelques mécanismes similaires. Il a déjà été utilisé en Europe. Avio, par exemple, a fait sa SPAC et aujourd'hui en bourse, c'est un acteur reconnu au business solide. La vraie problématique avec les Américains, c'est que les sociétés en bourse qui font des SPAC sont assez peu matures. Astra n'a toujours pas atteint l'orbite avec succès. Non, elle a raté son lancement dernièrement. On l'a vu décoller vont découvrir à l'horizontale. Un petit pas sur le côté. Et les investisseurs vont découvrir à leurs dépens que le spatial reste un business spécial. Et les sociétés vont découvrir que les actionnaires, des fois, et les boursicoteurs ne sont pas forcément à l'écoute ou n'ont pas forcément autant de patience que les investisseurs traditionnels, avec des décrochages de cours de bourse directement liés à un échec au lancement. Oui, parce que la problématique aussi du secteur spatial, c'est qu'un programme spatial, il n'est pas rentable rapidement, à court terme. Donc comment on fait pour quand même convaincre des investisseurs de miser sur le temps? C'est ça, cette question de temporalité qui est importante. Je pense que c'est effectivement la vision de pouvoir intégrer à terme ces fameux grands programmes, parce que ça reste des programmes longs, complexes. Après, on parlait comme ça, effectivement, de beaucoup d'acteurs, notamment dans les nanosatellites, nanolanceurs. Mais je pense qu'il y aura aussi une solution, c'est qu'ils vont se regrouper, tous ces gens-là. À un moment donné, comme Google, enfin voilà, ça va être racheté, et du coup, on aura finalement pas mal de très bonnes idées qui vont pouvoir effectivement devenir le lanceur de demain. Moi, je pense personnellement qu'il y a la place pour encore un lanceur à côté d'Ariane 6 pour effectivement peut-être répondre parfaitement à ce besoin de nanosatellites. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en l'occurrence, une des startups qui a été lauréate de Blast, qui s'appelle Venture Orbital System, oui, absolument, que vous connaissez bien, a pu très facilement convaincre parce que son discours, c'est vraiment le nano-lanceur pour le nano-satellite. C'est-à-dire qu'il va s'accrocher à ce marché-là. Et effectivement, ça marche. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne se positionne pas en concurrent de ces acteurs historiques, mais plutôt en complément. Pourtant, Vega C lance des nanosatellites. Elle a lancé mais peut-être moins, comment dire, avec moins de disponibilité. Voilà. Donc, ça reste bien sûr la meilleure solution européenne qu'on peut apporter, c'est très bien. Par contre, voilà, si effectivement un satellite a besoin à un moment donné d'être lancé sur une orbite particulière, Vega ne pourra pas forcément faire le travail. Alors, ils pourront, je veux dire, s'ils y travaillent, c'est comme d'habitude, mais en l'occurrence, c'est aussi là que vont pouvoir répondre ces nanolanceurs, et puis peut-être un petit peu répartis effectivement dans le monde entier, parce que c'est plus facile à lancer. Pour une meilleure croissance de ces startups, il faut avoir une vision franco-française, européenne, internationale. Définitivement internationale. Ouais. Je dirais qu'en plus, le positionnement des startups en France et en Europe, je regardais un petit peu la liste des dernières transactions et levées de fonds, elles ont quand même toutes pour très commun, la plupart du temps, d'être à la fois sur la surveillance de l'environnement et la sécurité. Et quand on parle de l'environnement, c'est la surveillance du changement climatique, la sécurité énergétique, des frontières et même la sécurité des activités spatiales. Parce qu'on a la durabilité des activités. On a parlé tout à l'heure des débris, qui sont une vraie menace pour les activités spatiales. Il y a des startups européennes et françaises qui travaillent en particulier sur ce positionnement pour assurer la sécurité, améliorer, prévenir des collisions et les éviter. Et ces deux volets sont vraiment, à mon avis, extrêmement porteurs pour l'Europe, puisque l'Europe s'est positionnée là-dessus en premier, mais toutes les autres régions du monde vont avoir ces problématiques et l'Europe sera prête à ce moment-là. Et oui, juste pour compléter par rapport effectivement à notre business, il y en a un que je n'ai pas cité, c'est tout ce qui est station sol. Là, je pense que également en France et en Europe, on a pas mal de choses à faire. En l'occurrence, là aussi, on a Chosimir Atlas, qui aujourd'hui est plutôt sur un segment français et européen, mais qui, à mon avis, très vite peut partir à l'international pour mettre des stations parfaitement, on va dire, au bon endroit en fonction de calculs atmosphériques qu'il fait en amont. Alors, pour conclure, ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est à un moment charnière de l'économie spatiale ? Tout à fait.
L'année 2020 a été excellente en termes de levée de fonds. On a à peu près 6 milliards de dollars de levée partout dans le monde. Et 2021 n'étant même pas fini, qu'on a déjà dépassé ce montant-là, on est à 7 milliards. Ce qui fait que c'est une très 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 bonne année et à mon avis ça augure de bonnes perspectives. Il va falloir avoir les mêmes résultats en France. Exactement. Oui, mais il y a un état d'esprit qui est là, positif, avec tous les acteurs autour de la table et donc nous on y croit beaucoup. C'est le plus important. Oui. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Space. Merci à vous Christine Astor-Glépine, directrice du programme Blast chez Starburst, et à vous Maxime Puteaux, spécialiste de l'économie de l'espace chez Euroconsult. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez votre émission Smart Tech dès lundi sur Bismart avec Delphine Samatier et Smart Space vendredi prochain.